Euh, C'est bon, c'est marche votre micro-cravate? Vous l'avez mis en marche? Allô, allô. Bonjour à tous, un peu de silence, je vous prie. Merci à tous d'être venus. Je vous présente Monsieur Plantu, qui nous fait l'honneur de venir ici. C'était un projet de longue date qui avait suivi l'attentat de Samuel Paty, en fait, hein, l'assassinat de Samuel Paty. Et on avait réfléchi dans l'établissement, pour certains d'entre vous, vous n'y étiez pas encore, mais sur ce qu'on pouvait faire et comment on pouvait procéder pour éveiller les consciences et montrer la fragilité de la liberté d'expression en France. Et assez naturellement, sur les caricaturistes, le plus grand caricaturiste de ces 50 dernières années s'est imposé, c'est-à-dire Monsieur Plantu, qui a travaillé pour plein de journaux. Il vous expliquera ça mieux que moi. Et on a pris contact avec lui. Et avec les élèves de la web radio, on a tenté de mettre ce cycle de conférences en place avec plusieurs conférences. Et je voudrais les féliciter d'abord, féliciter Monsieur Lacombe, le technicien en chef qui s'occupe de tout et qui est un hors pair. Monsieur Tréhel qui a participé énormément en faisant des allers-retours, en travaillant. Et ici, Monsieur Janson de Couette qui est à la caméra. Alors, on a un dispositif qui va être filmé par... Alors, vous pourrez les rencontrer. Ils signent des autographes aussi, hein, si vous voulez. Donc, on va avoir l'honneur d'avoir cette conférence. Elle est rediffusée sur Twitch pour tous les autres élèves du lycée. Donc, je vous demanderai d'être attentif au maximum, d'essayer de ne pas discuter, pas bavarder, de ne pas passer à autre chose, d'essayer de rester concentré. Une heure, ça va durer 1 heure et demie environ, hein. Et puis après, on passera en bas et puis on aura la remise des prix si vous souhaitez. Enfin, ce serait mieux que vous soyez là. La remise des prix du concours de l'expression qui a été organisé par Monsieur Bourrien au fond. Je vais laisser la parole à Monsieur Bossard qui peut-être a un mot. Donc, bon, merci de votre présence et puis merci Plantu. Moi, j'ai du mal à dire Monsieur Plantu parce que c'est toujours été Plantu. Madame Le Salençon de Londres disait tout à l'heure que bon, il a accompagné beaucoup d'entre nous, des générations un peu passées dans toutes nos études. Et voilà, c'est quand même 50 ans à travers le journal Le Monde. Et Le Monde est quand même. Nous, on a fait nos études. À un moment, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas accès à Internet comme vous. Il fallait attendre que les bibliothèques universitaires ouvrent pour aller voilà, à la source à l'information. Aujourd'hui, ben, l'information, elle est présente dans votre poche. Voilà. Donc, du coup, effectivement, vous avez été un compagnon de route pour beaucoup des enseignants ici présents et des, et des, et des un peu plus de quelques années. Donc merci d'honorer l'établissement de votre présence et merci par votre présence de saluer tout le travail et l'investissement de cet établissement que j'ai la chance de diriger que depuis septembre. Et depuis septembre, en fait, je suis quelqu'un qui boit un peu du petit lait parce qu'il y a une effervescence, il y a une activité forte dans cet établissement. Les élèves sont extrêmement présents et extrêmement réactifs. Donc merci pour eux d'être là.
chose de particulier. Si... Et alors, si je continue à parler, ça ressemble à quelque chose qui s'appelle le son ou pas? Il n'y a pas de son. Et là, quand je parle comme ça, ou alors, ah oui, c'est ça. Vous savez, je vais peut-être utiliser le micro. Il y a un autre micro là, si vous voulez. Ouais, Et il y a autrement parce que. celui-ci, si vous préférez. Merci. Et avec lequel je peux bouger si je. Celui-là. Ouais. Alors je vais. Merci. Hein, on oublie celui-là? On oublie? On oublie. Non, mais ça va. Hop là. Je vous le rends. Merci. Voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est m'adapter un petit peu à ce dont. Merci. Bonjour. Et je vais m'adapter un petit peu à vos questions. Voilà. Vous vous posez des questions. Moi, mon boulot de dessinateur, hein, faire des dessins, c'est mon boulot. C'est-à-dire que quand je vois, d'ailleurs c'est un vrai problème, quand je parle avec quelqu'un, je vois tout de suite le dessin que je peux faire. Alors c'est sympathique, mais à la fois c'est parce que quand je me lave les dents, ouais, je vois le boulot de la tête que je vais avoir dans 10 ans, dans 20 ans, et donc ça fait un drôle d'effet. Donc voilà, ça c'est un dessin que j'ai fait il y a pas longtemps. Enfin, bon, je peux vous montrer. Tiens, ça c'est moi quand je cherche mes idées de dessin. Voilà, c'est j'essaye de trouver des idées. Des fois, ça vient pas. Hein. Des fois, ça vient pas tout seul. J'ai mes poubelles qui sont remplies de brouillons foireux où j'ai essayé de faire un début d'idée. Voilà. Là, dans le train, j'avais un début parce que vous savez, il y a Poutine qui a fait pilonner une centrale nucléaire en Ukraine. Et voilà, je peux vous le montrer. C'est un début. Hein, c'est vraiment pas, c'est pas une idée. Hein. Mais dans le train, je me disais, tiens, il y a peut-être un truc à faire. Parce qu'une centrale nucléaire, c'est plutôt comme ça. Et du coup, je me suis dit, tiens, avec le rond, on pourrait faire Poutine. Voilà, il y a peut-être. C'est un début. Voilà, c'est un début d'idée. L'autre jour, j'étais avec des jeunes de Molenbeek, à côté de Bruxelles, et ils m'ont demandé de dessiner un œil. Jamais on m'avait demandé. Alors, du coup, on a fait un œil. Voilà, et c'était très sympa. Voilà. Et quand, par exemple, il y a un immeuble qui a été dévasté en Ukraine, et le trou là où le missile a fait des dégâts, je me dis, tiens, il y a peut-être, on peut mélanger. Alors du coup, j'ai pris la carte de l'Ukraine, que je ne connaissais pas d'ailleurs. Et d'ailleurs, hier, j'entendais Odessa. Je savais que c'était dans le coin, Odessa, mais je ne savais pas où. Maintenant, je sais. Et puis du coup, je me suis dit, tiens, je vais inventer un balcon avec une fille qui représenterait un peu la démocratie, le souhait l'envie de liberté en Ukraine. Voilà. Et puis du coup, je mélange un peu tout. Et puis, j'utilise un logiciel qui permet de faire un peu comme si c'était de la peinture. Voilà. Et puis voilà, ça c'est le boulot le plus spontané possible, ou des fois la même idée mais vue avec un autre angle. Voilà. Ou par exemple, quand vous voyez, il n'y a pas très longtemps, on a eu 13 militaires qui ont été tués au Mali. Et là, c'est simple, je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire pour parler du drame de ces militaires qui ont été tués au Mali. J'ai fait leur portrait. Voilà, donc j'ai fait leur portrait. Hein, c'est pas du Michel-Ange, c'est pas du Goya. Je me dis qu'est-ce que je peux faire à mon petit niveau. Je vais essayer de partager une émotion en pensant aussi aux familles qui ont perdu un membre de la famille. Voilà, c'est. L'autre jour, j'étais dans une ville qui s'appelle Stavelot. Et ils ont un carnaval avec des gens qui sont déguisés comme ça. Alors du coup, à chaque fois le matin, je me lève et je ne sais pas ce que je vais faire le soir. Qu'est-ce qu'il y a ça? Ah oui, il y a Eric et Eric. Oui, oui, parce que lui, il est facile à dessiner. Il faut dire que
L'autre aussi. Hein, voilà. Donc, ça me permet de me défouler, d'abord parce qu'ils m'énervent tous les deux, et puis à la fois, je me dis, tiens, on peut les dessiner comme ça. Et puis je me suis dit, tiens, d'habitude, je dessine des vraies jambes et des vrais bras. Je me suis dit, non, je ne les sens pas comme ça. Ils n'ont pas des vraies jambes et ils n'ont pas des vrais bras. Et c'est comme ça que ça finit par devenir mon dessin, que je découvre en le faisant, parce que en fait, j'ai pas d'idée au départ. Je regarde, j'écoute ma page, j'écoute mon crayon, je le laisse un peu aller, j'ai une vague idée au départ, mais à la fois, je discute comme ça avec ma page, et puis à la fin, ça devient mon dessin. Et à la fois, on pense que ouais, je vais vraiment mûrement réfléchir. Pas du tout, c'est très, très spontané. Je le découvre en le faisant. Et d'ailleurs, je les ai fait en dessin animé, ces deux-là. Je ne sais plus où ils sont passés. Il y a un dessin animé avec eux. Parce qu'ils sont... Où est-ce que c'est ça? C'est peut-être dans cette partie-là. Parce qu'il y a des... Je range un peu mes dessins. Où est-ce qu'il y a la vidéo? Oui, ah, c'est peut-être ça? Non, c'est... Oui, c'est ça. Voilà. Bon, c'est pas Walt Disney, hein, mais enfin bon, je me dis, comme il m'énerve, ça raconte bien comment il m'énerve. C'est des bons clients. Et d'ailleurs, des bons clients, ça ne veut pas dire que c'est des bons clients pour la démocratie. C'est des bons clients pour le dessin, comme Trump. Par exemple, Trump, c'était un très bon client, mais on ne peut pas dire que ce soit un exemple pour la démocratie. Est-ce que vous voulez que... Je peux vous montrer des dessins, hein, bien sûr, hein, mais... Eh bien, alors allons-y, allons-y. Je crois que Monsieur Plantu, il y avait des questions sur votre parcours qui étaient à poser. Alors, on avait une liste de questions que les élèves Allez-y, posaient. allez-y. Et donc, il y avait Léna, et puis Titouan, Lily Rose, et puis Célia qui avaient des questions à vous poser. Je vais vous emprunter ce micro qui était à l'origine prévu pour ça. Ils vont vous... Alors, est-ce que vous êtes là, Célia, Lily Rose, vous êtes là? Ouais, je vous vois bien. Les autres qui avaient une question que j'ai appelée là, vous avez pas, ils sont pas présents en fait. Ah si, jeune homme, on va commencer par vous. Allez-y. Eh bien, bonjour Monsieur Plantu, je suis du coup un élève en terminale générale. On m'a chargé de vous poser une question. D'où vient cette passion pour le dessin et pourquoi avoir choisi ce mode d'expression? Eh ben, parce que je ne sais pas faire autre chose. J'aimerais. Je sais qu'il y en a qui vont faire des métiers. Par exemple, quand je fais venir le plombier chez moi, je l'énerve parce que je le regarde. Je me dis ah oui, pourquoi ici le tuyau, tout ça. Et j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui ont un métier, qui savent faire. Et moi, je les regarde de près. Et j'ai toujours loupé. J'aurais aimé être bricoleur. Je ne suis pas bricoleur. Et les études, bon, j'ai pas été vraiment brillant, mais mes profs, j'avais une prof de français dont j'étais vaguement amoureux. Je savais les dessiner de face, de profil, avec la blouse, sans la blouse, voilà. Et en fait, mon mode d'expression, c'était vraiment le dessin. Et puis après, sans savoir que j'en ferais mon métier. Ça, je ne savais pas. Mais et puis après, quand j'ai commencé à travailler dans le journal, parce que j'aimais mon journal, le journal Le Monde, j'ai appris à lire des papiers, des articles. Des fois, j'avais du mal à comprendre, mais à force de lire et de les relire, ah oui, c'est ça qu'il veut dire. Et en fait, je comprenais comment on pouvait traduire ce qu'il disait en images. Par exemple, si on vous parle de la liberté, qu'est-ce que c'est que la liberté? Et que vous voyez, par exemple, des images des gens qui, en Ukraine, se mettent devant les tanks russes, ça commence comme ça, la liberté. Le gars, le matin même, il ne savait pas qu'il allait... et puis finalement, il reprend les gestes de nos combattants, de nos résistants, le tableau de Delacroix, vous savez, avec la liberté guidant le peuple. En fait, on est nourri d'exemples comme ça. Et eux,
pris par une tragédie qui est l'invasion des troupes russes en Ukraine, ils se révèlent être des symboles de la liberté. Alors, ça peut ne pas marcher, hein, mais au moins, il y a une fougue, il y a une passion, ils élèvent leur âme et ils mettent leur vie, en le sachant ou en ne le sachant pas, au service des autres, parce qu'ils risquent leur vie. Voilà, donc, j'ai fait des dessins un peu sur... maintenant, à force d'avoir fait des... J'ai commencé mon tout premier dessin, vous voyez, c'est pour vous dire, c'était en 72, c'était un dessin sur la guerre du Vietnam. Il y avait des débuts de pourparlers de paix. Ah oui, aussi autre chose. Là, il y a la guerre en ce moment, avec les risques qui nous concernent. Et à la fois, il y a aussi des gens qui se parlent pour essayer de... Ça s'appelle les diplomates, qui essayent de dire, on va essayer peut-être de calmer les choses. Hein, c'est ça le boulot des diplomates. Je vous le dis, c'est des boulots passionnants. Et il faut savoir que les diplomates, ils discutent toujours avec des gens avec lesquels, la veille, ils étaient en guerre. Hein. Donc, il faut parler avec des gens. On n'est pas forcément d'accord avec eux. On est même des fois contre. Et à la fois, là, à ce moment-là, quand j'ai fait ce dessin-là, il y avait ce qu'on appelait les pourparlers des accords de Paris, qui étaient le début des conversations en 72 entre les Américains et les Vietnamiens. Et la vraie paix est arrivée en 1975, 3 ans après. Voilà. Et il y a toujours des gens qui, pendant la guerre, essayent de dire, moi je vais aller le voir, peut-être qu'on peut construire un début d'entente pour essayer d'imaginer l'avenir. Voilà. Et ça, c'était mon tout premier dessin. Et puis, il y a, tiens, une autre dictature, le Chili, en 73. Vous ne pouvez pas vous en souvenir, hein, mais vos parents et vos grands-parents, ils vous diront qu'en 1973, il y a eu une dictature au Chili épouvantable. Et le temps a passé, maintenant le Chili est presque une démocratie, alors qu'à l'époque, c'était une dictature, vraiment. Et il faut savoir qu'on est tous là en train de parler librement, hein, même si on est 400 dans une pièce, on peut très bien imaginer qu'on soit 399 à penser quelque chose, et s'il y en a le 400e qui est là et qui a envie de penser quelque chose qui est complètement différent, il faut apprendre à l'écouter. Et ça, c'est très important. Moi, je me rends compte dans mon boulot de dessinateur, parce que je défends des dessinateurs qui sont menacés, je défends des dessinateurs, il y a aussi ceux que je connaissais tous, qui ont été assassinés. Et à la fois, on se rend compte que quand on a une opinion, il faut se dire, elle est là, elle est logée là, cette opinion. Et quand elle sort, eh ben, il y a une manière de dire les choses. Quand vous discutez entre vous, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord sur un sujet. Ça, ce n'est pas un problème. Ça s'appelle débat. Un débat, c'est formidable. Et à la fois, je me suis rendu compte que dans mon dessin, il fallait que je puisse faire un dessin qui puisse secouer des fois un peu, qui puisse être choquant. Je vous montrerai des dessins qui peuvent être choquants. Et à la fois, il y a un moment où on se dit, ouais, je vais aller jusque-là, mais peut-être pas plus loin. Voilà. La semaine prochaine, je vais en Corse. Il y a un truc que j'ai appris avec les Corses, c'est que... Ça fait rire. C'est que, un truc, moi, je n'y pensais pas. Le pain, il ne faut pas le retourner. C'est un truc, ça les rend dingues. Vous retournez le pain, là, c'est pas bon. Hein. Si vous êtes invité chez des amis corses et que vous retournez le pain, vous rentrez chez vous, hein, parce que ça va mal se passer. C'est des choses comme ça. Une fois qu'on comprend que la culture à tel endroit... Je discutais avec un copain tanzanien, dessinateur. Lui, en Tanzanie, il ne dessine pas les albinos, ceux qui sont tout blancs, qui n'ont pas de pigmentation, qui ont des cheveux blancs, tout ça. Parce que pour beaucoup de gens en Tanzanie, ils pensent que ça porte malheur. Voilà. À Madagascar, je suis allé à Madagascar, il y a un endroit où les jumeaux, ça porte malheur. Donc, à tel point qu'il y en a qui sont tués, des jumeaux, parce qu'ils sont jumeaux. Voilà. Alors on se dit, des jumeaux, c'est sympa. Bon, et donc, moi j'aime bien, j'ai appris à être à l'écoute des autres cultures, des autres opinions, des autres religions, des autres manières de dire les choses. Et à partir de là, ça m'a facilité les choses. Et comme j'ai travaillé dans un grand journal qui s'appelle Le Monde, ça m'a appris, avec mes rédacteurs en chef, à aborder des sujets en me disant,
je m'adresse à des gens, les gens qui lisent Le Monde, c'est des gens de gauche, des gens du centre, des gens de droite. Ce qui fait que je peux déplaire un peu à tout le monde. Parce que, voilà. Eh ben, il faut vivre avec l'idée que ce qu'on fait peut ne pas plaire. Alors, qu'est-ce que je pourrais... Un sujet que vous connaissez bien maintenant, aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique. Voilà, c'est un truc tout bête. D'ailleurs, c'est un ami qui a animé un débat. Il s'appelle Jacques Attali. Il m'a dit, voilà, je voudrais, c'était il y a 8 ans, et je voudrais ameuter les gens sur ce qui va se passer sur la planète. Alors je me suis dit, tiens, ça urge, tiens, je vais faire un gars, quand on dit un lanceur d'alerte, ah ben je vais faire un porte-voix, ah mais dans le porte-voix, je vais faire un rond, ah mais dans le rond, je peux faire la planète, et puis après je fais le bleu. C'est pour ça que je vous dis que je parle avec la page et la page me parle. Et en fait, quand je fais mon bleu, la page, elle me dit, mais pourquoi tu ne le fais pas tomber le bleu pour montrer qu'elle dégouline. Et en fait, j'écoute beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut toujours être à l'écoute du regard d'un copain, d'une copine, d'un quelqu'un de la famille qui vous dit « Oh, c'est pas clair ça ». Essayez de le dire autrement quand vous faites vos copies, vos devoirs. Il y a un moment, il y a quelqu'un qui regarde par-dessus votre épaule « Mais là, c'est pas bien écrit ». Ou là, tu pourrais le dire mieux. Ou là, ça, c'est super, ça tu l'as trouvé tout seul alors vous dites « Bah oui ». Et là, du coup, vous êtes étonné. Et vous-même, vous dites ah, « Je ne pensais pas que je pouvais étonner avec telle ou telle phrase ». C'est une surprise, hein, la liberté de dire les choses. C'est dire les choses et essayer de se dire « Pourquoi je l'ai dit ?» C'est parce que je veux faire partager vos connaissances, vos opinions. Et c'est ça que ça m'a appris. Et puis, je vous dis ça, avec Thomas Pesquet, il m'a emmené en apesanteur Voilà. Alors, lire Le Monde, c'est pas facile hein, quand on est en apesanteur. D'abord parce qu'on se casse la gueule tout le temps. Et lentement, mais on se casse la gueule quand même. Et c'était il y a 3-4 ans. Et c'était très sympa. Donc, parce que j'avais fait un logo pour les astronautes. Et puis, pour me remercier, ils m'ont dit on va vous emmener en apesanteur. Je dis bah ouais, c'est sympa. Et vous voyez, il y a des filets partout. Parce qu'on se casse les... Moi, il y a toujours des gens qui me ramassaient parce que moi, j'étais bien. Mais j'étais bien à 3 mètres du sol. Mais tout d'un coup, il y a la pesanteur qui revient. On tombe. Donc, à chaque fois, il y avait des gens qui me rattrapaient. Parce que quand je suis bien, je pense à rien d'autre. Et voilà. Et là, vous parlez de l'écologie. Je parlais de l'écologie. Ça, c'est un dessin que j'ai fait en 1974 pour le premier militant écologiste à la présidentielle. Il s'appelait René Dumont. Et c'était un écolo avant les autres. Voilà. Est-ce que vous voulez que je réponde à d'autres questions ? Et je vais essayer de répondre plus court. Il y avait qui voulait vous poser une question, Andrea Silva, et puis Alors, on commence par qui ? Là, il y a un micro, il y a... Je m'approche ? Allez-y. Il faut se lever. Elle va commencer par les dames. Étiez-vous déjà dans la ligne impertinente de votre futur métier ? Ah oui. Merci pour la question. J'étais très très sage. J'étais... D'ailleurs, personne ne me remarquait d'ailleurs en classe. J'étais tellement sage qu'on ne savait jamais mon nom. Voilà. Et je rigolais bien quand mes copains... je vous dis ça parce que enfin, je sais pas, c'est inimaginable. J'avais un prof de musique. Tout le monde avait décidé de faire du chahut avec lui. Et j'avais même un copain. Il avait un stylo à plumes. Et quand le prof était dans... Elle était là ? Vous étiez là ? Elle dit oui, je connais. J'ai bien... Ah ouais, on s'est connus en classe. Et donc, il balançait de l'encre sur son costume. Il s'appelait Corbio. Et je me souviens qu'il avait une petite voix, il s'appelait le copain. Et Corbio cocu. Et moi, ça me faisait rire. Et quand le prof se retournait, alors moi, j'étais sage, mais j'adorais rigoler. J'adorais. Et je trouvais que c'était... Mais j'étais transporté de rire, mais jamais j'aurais fait ça. Jamais. Et c'est drôle parce que
dans mes dessins, j'ai découvert, je vous le dis parce que j'ai découvert, on a tous une part d'impertinence dans le ventre. On dit, ah ouais, mais tu vas voir ce que... Et on va régler ça tout à l'heure, et puis on dit des trucs. Et en fait, des fois, on a tort de ne pas pouvoir le sortir, parce que ça fait du bien d'être impertinent. Il faut juste savoir comment on peut être impertinent à tel moment, avec tel mot, et jusqu'à un certain niveau d'impertinence. Parce qu'il y a un moment, quand ça déborde trop, là, on peut aller dans des endroits un peu marécageux et ça peut se casser la gueule. Mais il y a un moment où l'impertinence peut favoriser le débat. Par le rire, si on sait chanter, c'est encore mieux. Si on se fait faire de la musique, c'est bien. Voilà, c'est une manière de communiquer, en fait, une passion. Et puis, en essayant, je vous montrerai des dessins publiés et des dessins qu'on appelle impubliables. Et vous comprendrez pourquoi ils sont impubliables. Et d'ailleurs, vous-même, si vous étiez mon rédacteur en chef, vous n'auriez jamais autorisé de publier tel ou tel dessin, tellement vous auriez été choqué. Mais moi, j'ai besoin de faire des dessins, pour moi, en brouillon, choquants. Et puis, des fois, je dis, qu'est-ce que je vais le... Je me souviens que quand Nelson Mandela, qui était en prison pendant 27 ans en Afrique du Sud, il a été libéré un jour. Et à l'époque, j'ai décidé j'utilisais un fax. Et donc, j'envoyais à mes rédacteurs en chef mes brouillons. Et j'avais fait Mandela sortant de prison. Et le titre, c'était « Après 27 ans de prison ». Et il s'exprime et il dit « J'ai une petite envie de baiser ». Bon, évidemment, mes rédacteurs en chef m'ont dit « T'as fumé quoi, là? T'es pas bien ?» Mais j'aime bien faire des trucs comme ça. Je savais qu'il ne passerait pas, le dessin, mais c'est pas grave. Comme ils sont un peu coincés au journal, je me dis, tiens, ça va les décoincer. Voilà, et puis après, ils passent les autres dessins. C'est une bonne méthode d'ailleurs. Quand vous êtes avec un prof vous avez une idée bien précise. Alors, je vais vous donner un truc. C'est que vous préparez un truc présentable, un truc pas présentable, un truc pas du tout présentable. Et donc, le prof, il commence, il dit, mais c'est n'importe quoi là. Ah oui, vous croyez? Et en fait, à la fin, il va prendre celui que vous vouliez en tête au début, et puis, ah oui, ça va. Donc, il a fait son rôle de prof. Ça, c'est non, mais ça, c'est oui. Mais c'était ce que vous aviez en tête. C'est une méthode pour faire... ou quand vous êtes en famille, qui c'est qui va faire la vaisselle, et tout comme ça. Il y a des trucs comme ça à trouver pour essayer de dire, ah bon, bah, finalement, c'est toi qui vas faire la vaisselle. Voilà, il y a des astuces comme ça. Mais il faut y aller, faut trouver de la sensibilité. Alors, oui, c'est bon. Alors, qu'est-ce que vos voyages et vos rencontres vous ont apporté dans la vie et dans votre métier? Les voyages, c'est incroyable ce que ça m'a apporté. Par exemple, je vais vous montrer des images de certains voyages où je me suis retrouvé, par exemple, à New York avec le secrétaire général de l'ONU qui s'appelait Kofi Annan et qui, lui, m'a appelé parce qu'il connaissait mes dessins. Il m'a dit, il faut venir à New York, il faut rassembler des dessinateurs, des chrétiens, des juifs, des musulmans pour essayer de... Ça, c'est génial. Et ça, c'est... Quand vous avez la chance de rencontrer ça, là c'est Tinius, c'est un des dessinateurs assassinés, qui était un copain à moi. C'était quelques jours avant qu'il n'ait été assassiné. Et avec lui, on est allé en Colombie, on est allé à la Guadeloupe. Et puis dans l'avion, dans les discussions, quand on prenait le petit déjeuner, lui, il avait une méthode de travail, il avait un dessin que j'admirais énormément, un graphisme incroyable. Et j'adorais. Et elle, Raïma, je vais au Venezuela au mois de mai. Au mois de mai, je vais au Venezuela. Et Raïma, je ferai une exposition avec elle, mais sans elle. Parce qu'elle, à l'époque, en 2014, elle était encore à Caracas. Mais comme le gouvernement en place, c'est une dictature au Venezuela, elle a été obligée de se réfugier, comme beaucoup de journalistes vénézuéliens. Elle est obligée de se réfugier en Floride. Ce qui fait que je vais aller à Caracas pour faire une exposition de ses dessins avec les miens. Et on va parler avec un écran, par Zoom ou autre chose,
avec Raima qui sera en Floride, à quelques centaines de kilomètres du Venezuela. Ça, c'est ce que m'a appris à toutes les rencontres. Par exemple, au Proche-Orient, ça, c'est avec mes copains palestiniens et israéliens. Et vous voyez, on n'a que des images de guerre avec les Israéliens et les Palestiniens. Et en fait, pendant ce temps-là, comme des diplomates, il y a tous ces dessinateurs qui se parlent entre eux. Khalil Abou Rafai, il parle beaucoup avec celui-là, avec Michel Kishka. Et c'est extraordinaire parce que quand il y aura la paix, parce qu'il y aura la paix un jour, eh bien, eux, ils sont déjà prêts et ils y iront travailler. C'est-à-dire que nos démocraties, elles peuvent s'endormir et basculer dans la dictature, mais à la fois, pendant ce temps-là, il y a plein de gens qui vont se débrouiller pour faire revivre la démocratie. Qu'est-ce qu'il y a comme... Tiens, ça, c'était à Gaza. Ça, c'est une fille du Hamas. Le Hamas, c'est une cellule politique, je suis d'accord sur rien, avec le Hamas. Elle est palestinienne de Gaza, mais c'est pas grave, je ne suis pas d'accord avec elle, mais elle est dessinatrice, et je discute avec elle. Et j'ai besoin de me nourrir de toutes ces conversations. Ça, c'est ce que m'a appris tous ces voyages, un peu partout. Ça, c'est il n'y a pas longtemps, quand je me suis fait engueuler par l'ambassade de Chine, parce qu'ils n'aimaient pas mes dessins sur le coronavirus. Et donc, ils m'ont dit, on n'aime pas vos dessins, est-ce qu'on peut vous voir, est-ce que vous pouvez venir à l'ambassade de Chine? Alors, voilà. Et donc, je suis avec le numéro 2 de l'ambassade, et puis en fait, au lieu de m'engueuler, ils m'ont donné à manger. Et on a parlé de tout, sauf de mes dessins. Voilà. Et du coup, j'ai appris des choses sur... Et puis alors, je vais beaucoup dans les hôpitaux, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Tiens, ça, c'est un dessin que j'aime bien. Je me nourris beaucoup de l'humour des autres. La Turquie, que j'adore, c'est un pays formidable. En ce moment, c'est une dictature. Bon, mais c'est une dictature, mais les dessinateurs, des fois, ils font des dessins que moi, j'oserais pas faire. Par exemple, c'est la danse de la pluie. Ça passe chez les Peaux-Rouges, chez les Sioux. Et le gars, il dit au chef Sioux, il dit, est-ce que je peux danser la danse de la pluie avec votre fille, au grand chef Sioux? Et le chef Sioux, il dit, oui, mais la plotte pas trop parce que je crains des inondations. Et moi, j'adore ce genre d'humour. Moi, j'oserais pas faire un truc comme ça. Mais la danse de la pluie, vue comme ça, moi, ça me plaît. Moi, ça me fait rigoler. Voilà. Et puis, regardez ces deux-là qui dansent. Mais c'est n'importe quoi. Et j'aime le n'importe quoi qu'il y a dans le dessin. Ils ont des gros yeux globuleux, ils sont moches. Et moi, ça me fait rire. Voilà. Et c'est pas du tout mon style, c'est pas du tout mon trait, mais je me nourris beaucoup de... Et puis là, par exemple, là, on est à Addis Abeba, en Éthiopie, avec les dessinateurs, évidemment, africains. Là, il y a tous les dessinateurs africains, plus d'autres. Lui, il est d'Afrique du Sud, lui, il est du Sénégal, lui, il est du Maroc. Alors lui, il n'est pas du tout africain, lui, il est de Malaisie, mais comme il avait connu la prison, on lui a dit, tiens, viens, on va te payer le voyage, tu viens en Afrique. Et c'est un type très courageux. Et à chaque fois, il fait des expos à Kuala Lumpur, en Malaisie. Et à chaque fois, il y a les policiers qui viennent foutre en l'air ses expositions. Mais il continue. C'est un résistant. Vous voyez, quand vous êtes au prof d'histoire, la résistance, Jean Moulin, tout ça, et ben lui, c'est un peu un Jean Moulin à sa manière. Et puis il y a tout. Lui, c'est à Madagascar. Voilà. Là, il y a une Danoise. Qui n'est pas du tout africaine, mais elle est tunisienne. Ah, elle est bien. En plus, elle a un drôle de nom. Elle a un drôle de nom. Elle est soudanaise. Elle est soudanaise. Et son prénom, c'est Allah, et son nom, c'est Satire. Et donc, on l'appelle Allah Satire. Je dis, tu te rends compte de ce que... Alors, on parle en anglais, hein, mais elle ne sait pas que ça veut dire quelque chose chez nous, Allah Satire. Et alors, nous, on rigole, mais elle ne sait pas pourquoi. Alors, on lui explique, voilà. Voilà. Et puis on s'était arrêté là parce qu'il y avait un endroit où il y avait une colombe de la paix. On dit, on va faire une photo là. Voilà. Je crois que je vous ai... Parce qu'il faut quand même que je réponde à toutes vos questions quand même. Il y a quelques questions sur votre œuvre aussi. Vous voyez, par exemple, ça, pour vous dire à quel point... mais pour vous dire à quel point je fais de la diplomatie sans le savoir, ça c'était il y a 25 ans. Et puis il y a le leader des Palestiniens qui me demande de me voir, de me rencontrer.
et il me dessine avec un feutre bleu que je lui tends le drapeau israélien. Vous voyez, j'ai un peu morflé depuis. Et il me dessine et il me signe les 2 drapeaux qu'il a dessinés. C'est génial. C'est pour ça que je pense toujours qu'il y aura la paix un jour. Voilà. Et après, le même dessin, je suis allé après. Alors là, c'était en Tunisie, parce qu'il était réfugié politique en Tunisie. Et après, je suis allé à Jérusalem et j'ai rencontré le leader des Israéliens, Shimon Peres, qui m'a terminé le dessin, commencé par le leader des Palestiniens. Voilà, et donc, c'est des accidents de la vie, mais que voilà, que j'accepte bien volontiers. Votre question, alors. Lou le Rouvillois, elle est là, hein Lou. Ah voilà. Vous aviez une question, vous l'avez avec vous? Donc du coup, moi, ma question, c'était avez-vous déjà été confronté à l'angoisse de la page blanche? Comme vous, pareil. Et encore maintenant, comme j'ai passé 50 ans dans mon journal, j'ai plus besoin de faire mon dessin tous les jours. Je fais quand même mes dessins parce que j'aime ça. Et je me fous de le terminer à 8h le matin ou à 9h le soir, je m'en fous. Il n'y a personne qui l'attend. Mais avant, quand je travaillais pour mon journal, il fallait que mon dessin il soit terminé à 10h30. Et c'est drôle parce que j'habite au 4e étage et j'ai jamais eu des idées suicidaires. Mais il y a des fois, quand je trouve pas, je me disais, mais je vais me foutre par la fenêtre. J'ai jamais voulu. Mais je suis tellement mortifié à l'idée que je dois le rendre à 10h30 et à 10h moins 5, j'ai rien. Avec des rédacteurs en chef qui pensent que moi, j'ai quelque chose. Comme vos profs, ils pensent que... Alors, et puis, dans votre tête, non, j'ai rien. Ben, ça arrive. Et alors, autre chose que m'a apprise cette expérience, c'est que en fait, on croit des fois qu'on n'a rien. Que la page blanche, elle va rester blanche. Mais comme on est bousculé, parce que vous avez une note, pas envie d'avoir un 0, vous astiquez les méninges, je sais pas quoi, comment on dit, on secoue un peu le cocotier, tout ça, et à la fin, vous pondez votre copie, et puis le prof, il dit, ouais, mais ça c'est bien, et vous entendez, tiens, il sait pas que dans ma tête, moi, j'avais rien, je croyais que j'avais rien. Et en fait, on se découvre qu'on a des choses, des petits trésors comme ça, qui sont dans un coin de la tête, et heureusement qu'il y avait cette insistance de la copie qu'il faut fournir. Et en fait, on découvre qu'on a des choses à raconter parce qu'on croyait qu'on n'avait pas révisé. Moi, ça m'arrive régulièrement. Quand il y a eu la guerre dans le Haut-Karabakh il y a 1 an et demi, je ne savais même pas où était le Haut-Karabakh. Je savais que c'était après Strasbourg, mais je ne sais pas où. Donc, je ne savais pas. Et j'ai tout appris à force de discuter avec les journalistes. À la fin, je ne dis pas que je suis un expert du Haut-Karabakh, mais ça y est, grâce à eux, grâce à mes profs, c'est mes journalistes, c'est pareil, c'est le même boulot. Le seul problème, c'est que vous avez un avantage sur moi, c'est que vous êtes dans un lycée et que dans quelques temps, vous ne serez plus dans un lycée. Alors que moi, j'aurais passé 50 ans à faire un boulot de lycéen. C'est-à-dire que l'angoisse de la page blanche, la pendule qui tourne, est-ce qu'on va remettre quelque chose d'intéressant, voilà. Et des fois, je n'ai pas la réponse. Et des fois, je reconnais que même à 10h30, j'ai envoyé un dessin qui était pas terrible. Voilà, ça fait partie de la vie, il faut accepter. Il y avait une autre question ? Quelles sont les étapes de création d'un dessin de presse et le cheminement d'une idée? Alors, je finis par être capable de répondre à la question. Avant, je disais, je ne sais pas. Et en fait, je vais vous montrer un dessin et vous allez comprendre comment ça vient, une idée. Il suffit des fois de pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Je vais vous donner un exemple. Je vais vous montrer une photo de Sarko et qui m'a donné... c'était le début d'une idée. Tiens, un dessin, vous voyez, par exemple, que j'ai pu publier ça.
dans mon journal, dans le journal Le Monde. Mais comme il faisait un article sur le Viagra, c'était un article sur le Viagra. Je dis, et le rédacteur en chef, il me dit, t'as vu dessiner une bite là? Je dis, mais oui, mais c'est un article sur le Viagra, tu veux que je dessine quoi? Un pancréas, un cervelet, une vertèbre? Et à la fin, le dessin, il est passé. J'étais... voilà, c'est des petites victoires comme ça. Vous voyez, je ne suis pas impertinent, mais dès que je peux caser un truc comme ça, je suis content. Alors, je vais vous montrer... il doit y avoir... Tiens, je vais vous montrer. Tiens, voilà. Là, je regarde ça. Et moi, à l'époque, il n'y a plus de string comme ça dans les rues. Hein. Avant, il y en avait plein. Et donc, c'est une question de mode, hein, j'imagine. Bon, moi, quand je vois les fesses comme ça, je vois les yeux. Je vois les yeux. C'est comme ça que c'est né. Et c'est comme ça que j'ai fait un dessin qui a été publié en Égypte. Et j'ai fait le string comme ça, et puis qui devient comme ça. Et on est en 2004, hein, je crois, 2005, avant les caricatures danoises, et le rédacteur en chef égyptien est menacé de mort parce qu'il a publié mon dessin. Et c'est là que je me suis dit, oh là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un début d'incompréhension. Moi, je faisais une blague. Pour moi c'est une blague. Hein. Mais il y en a d'autres qui ne le comprennent pas comme une blague. Et pour vous dire que faut savoir où on met les pieds. Et des fois, on a des surprises. Je ne trouve pas, mon petit Sarko. Où il est passé, mon Sarko? Bon, je le retrouverai tout à l'heure. Parce que c'est un Sarko qui a une manière de parler. Et Ah, c'est peut-être là-dedans. Ouais. Ouais, très bien. Ouais, très bien. Tiens, mais justement, encore une autre, je vais le mettre avec l'autre. Voilà. Vous voyez, par exemple, je suis dans Paris, je vois le métro aérien, et je dis, moi j'adore le métro, je trouve ça beau, le métro aérien. Et je me dis, il y a un truc à faire. Et après, ça devient la manière dont je vais faire le métro. Et j'ai fait. Puis après, je me dis, mais je vais faire des migrants en dessous qui essayent de grimper. Et puis après, je vais faire les gens dans le métro qui regardent. Il y a ceux qui sont accueillants, ceux qui ne sont pas accueillants. Il y a ceux qui grimpent, il y a ceux qui arrivent. Et puis, on pense que dans le métro aérien à Paris, la Méditerranée, elle a 1000 km. Ben non, pas du tout. Elle est peut-être à Paris. Et je dis ça, je ne parle même pas de la montée des eaux. Hein. Je parle de... Et puis à la fin, ça devient un dessin où chacun peut y voir ce qu'il a envie de voir. Là, c'est un dessin très ouvert. C'est-à-dire que celui qui dit, bah oui, il y en a trop ou pas assez, ou nous, on veut les accueillir. Il y a tous les gens qui peuvent avoir une opinion sur l'immigration, ils peuvent s'exprimer avec ce dessin, ils peuvent ne pas être d'accord avec le dessin, et ils peuvent se dire « Ah oui, mais je suis d'accord sur cet aspect-là, pas sur cet autre aspect. » Et si ça peut délier les langues, ça sert à ça, un dessin. Alors, l'autre question, allez-y. Pensez-vous qu'il existe des limites à la caricature dans la liberté d'expression ? Merci pour la question. Moi, je crois qu'il y a, dans nos conversations à nous, il y a des limites. Il y a un moment où on se dit, tiens, ça, je vais le dire. Ou par exemple, quand on a parlé du pass ou du vaccin, pro-anti-vaccin dans les familles, on s'est rendu compte que dans les familles, rien qu'à ce niveau-là, on dit, oh là, je ne veux pas en parler à table parce que ça va dégénérer. Et donc, ça s'appelle, ça, je vais le dire, jusque-là, je ne vais pas en rajouter une louche, vous voyez, ni une couche. C'est-à-dire qu'on sent les choses. Ou par exemple, quand dans une école, il y a une copine qui arrive, elle a un gros furoncle vert sur le nez, et elle dit « Oh, je ne sais pas ce que j'ai, aujourd'hui je suis moche ».
Vous n'allez pas dire ah ouais, mais t'es moche, bah oui, t'as un furoncle vert sur le nez. Et en fait, non, il y a une manière de dire les choses. Tiens, ma soeur, elle a une crème Clarins, si tu te le mets, demain, il n'y a plus rien. Vous voyez, ça ne veut pas dire que, mais non, tu es encore plus jolie qu'hier. Non, c'est pas vrai. Mais il y a une manière d'accompagner les choses. Le dessin, c'est pareil. Il y a un moment, on se dit, tiens, je vais aller jusque-là et je ne vais pas aller plus loin. Et ça, il y a 1000 manières d'essayer d'imaginer jusqu'où on peut aller dans un dessin. Par exemple, ça, là c'est limite un peu. Hein, c'est une Bretonne de 30 ans demande à revenir en France, Daesh, et le gars il dit c'est la démocratie qui vous manque, et elle dit non, c'est les crêpes. Bon bah là c'est un peu casse-gueule. Moi j'aime bien, c'est sympa pour la Bretagne, mais à la fois pour Daesh c'est moyen. Donc j'en fais un de temps en temps, j'en fais pas 14 dans la même journée, vous voyez. Pas la peine d'asticoter tout le temps. Et à la fois, je dis les choses quand même. Ouais, c'est pour le retour de ceux qui sont partis en Syrie. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais... Par exemple, ça, un dessin comme celui-là. Tabagisme nuit gravement à la santé. Salafisme nuit gravement à la laïcité. Là, on commence à rentrer dans le casse-gueule, vous voyez. Mais c'est un casse-gueule que j'assume. Ça, c'est mon opinion. Est-ce que ça veut dire pour autant que j'ai envie de m'en prendre aux croyants ? Pas du tout. Pas du tout. Je m'en prends à une toute petite partie d'une religion qui s'appelle le salafisme, qui ne sont pas vraiment des grands tolérants. Hein. C'est à Brest qu'il y a eu un gars qui disait que si les femmes chantaient, elles seraient transformées en cochons. Hein. Ouais, hein ? Moi, je reviens de l'hôpital de Dinan. Là, s'ils pouvaient faire un tour en psychiatrie à l'hôpital de Dinan, ce serait pas plus mal, parce qu'il y a du boulot. Hein. Voilà. Donc, ouais, une autre question ? Bonjour. Avez-vous déjà été censuré ? Et si oui, d'où venaient les pressions, pouvoir politique, rédaction et sinon, plus globalement, est-ce que vous avez connu des périodes difficiles dans votre métier ? Oui, elles sont bien, votre question, hein, vraiment, elles sont toutes bien. Oui, bien sûr, hein, la censure, mais à la fois, moi qui suis allé dans des pays, je suis allé en Russie, la censure, ils connaissent par cœur. Hein. En Turquie, j'ai été à Istanbul il n'y a pas longtemps pour un dessinateur qui a été prisonnier pendant presque un an. En Algérie, en ce moment, il y a un copain qui a passé 2 mois dans une cellule. Ils étaient 180 dans une toute petite cellule. Donc, j'ai ça en tête. Hein. Et c'est pour vous dire que des fois, c'est pas toujours évident, mais à la fois, il y a un dessin qui a été censuré dans une télé, et en plus c'est une télé catho que j'aime bien, qui s'appelle KTO. KTO, oui, c'est ça. Ils m'ont censuré. Je vais vous montrer le dessin, il est tout sympa en plus. Alors où est-ce qu'il est ce dessin ? Je ne sais pas où il est. Voilà, c'est ce dessin-là. C'est au moment où on parlait beaucoup et l'évêque, il dit, les voies du Seigneur sont impénétrables, et le gamin, il dit, il y a bien qu'elle. Bon, c'est pas... Déjà, grosse surprise, il est publié à la une du Monde. Génial. J'avais proposé 5 brouillons, et mon rédacteur en chef, il dit, on a choisi celui-là. Déjà, j'étais surpris. Bon. Il a été publié, et puis après, la chaîne KTO, quelques semaines après, me dit, on voudrait vous interroger. Je dis, oui, alors je viens avec mes dessins, je viens avec ce dessin-là, voilà. Et puis, je commence à répondre aux questions de la fille pendant 1 heure, et il y a une rédactrice en chef qui arrive en courant, elle dit, non, pas de dessin. Je dis, je suis dessinateur, je parlais de quoi alors ? Non, vous ne montrez pas de dessin. Je dis, mais vous me filmez et j'ai des dessins. Elle ne voulait pas. Donc, ce qui fait que j'ai continué, j'ai continué à montrer mes dessins. Et à ma grande surprise, et c'est là la censure bête, hein, c'est que la journaliste qui m'a interrogé, elle m'a dit que non seulement
il n'a jamais été passé sur la chaîne KTO, mais en plus, elle a détruit ce qu'on appelle les masters, pour être sûr qu'il n'y ait pas de trace de ce que j'avais fait. C'est incroyable, on se croirait en Chine. Ouais, c'est l'Inquisition. Enfin, ils m'ont pas brûlé, hein, mais c'était vraiment c'était de la censure bête. Oui, ça arrive. Bien sûr que ça arrive. Et puis il y a des dessins que je reconnais, hein, qui peuvent être casse-gueule. Hein, Par exemple, tiens, ce dessin. Là, vous voyez, j'avais fait une page sur le pape Jean-Paul II, que j'aimais bien, et Benoît XVI, que j'aimais moins bien. Bon. Et on était à deux jours d'un vote. Et d'un vote, c'était les communes, le municipal, je ne sais plus ce que c'était. Et donc, j'avais dessiné le pape. Le titre s'appelle Pédophile. Le pape prend position. Et le gamin, il dit, quitte à se faire enculer, autant aller voter dimanche. Oh, ça n'a pas plu, ça. Ça n'a pas plu. Pas plu du tout. Alors que moi, j'aime bien. Moi, je ne suis pas croyant, hein, mais moi, les croyants, j'ai été élevé, catho, communion, tout ça. Et vous voyez, je ne suis pas sûr d'avoir voté pour le bon pape. Ah, c'est ce que ma femme m'a dit. Voilà, ça, c'est gentil. Et ça passe comme une lettre à la poste. Voilà. Non, le pape Jean-Paul II, je l'aimais bien. Je suis allé le voir plusieurs fois. J'étais hypnotisé par ce pape. J'étais pas forcément d'accord avec lui, mais je l'aimais bien. Ah, il aimait pas les homosexuels, lui. Hein. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Hein. Aujourd'hui, il serait pape, il serait pour. Mais là, maintenant, à l'époque, il était contre. C'est comme ça. Ouais. Qui était dans la poursuite en fait, de votre travail par Jolie Valentine. Vous appelez Jolie Valentine? Wow. Et en plus, c'est... Merci. Oui. Oui. Du coup, moi, je voulais savoir, suite aux attentats de Charlie Hebdo, si vous aviez modifié votre façon de travailler, si vous êtes déjà censuré ou si vous avez au contraire pris des risques pour ne pas faiblir face à la menace terroriste. Merci pour votre question. Le dessin que je vous ai montré sur les salafistes, je l'ai fait après les attentats. Non, parce que... Pourquoi ? Parce que moi, j'ai toujours pensé que quand je fais mon dessin, je dis, je veux faire ça jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que je sais comment choquer la planète entière. Je sais faire. Et il y a un moment, je me dis, mais j'ai pas envie de choquer la planète entière, j'ai envie de faire avancer le débat. Et donc, il y a un moment, je dis, oui, ça je vais faire, et ça je vais pas le faire. Voilà. Et ça fait des années, ce qui fait que l'attentat a été un bouleversement pour nous tous, parce qu'on a été choqués. Et à la fois, dans mon travail de tous les jours, non, ça n'a rien changé. Ça a changé ma vie, parce que maintenant, je remercie Alex, mais je suis accompagné de policiers tout le temps, partout où je vais. Mais, et ça, c'est le... Et quand il y a quelqu'un du ministère de l'Intérieur qui m'a téléphoné, qui m'a dit maintenant vous allez être protégé, ça fait un drôle d'effet. Hein. Parce que le dessin de Benoît XVI, j'ai eu un procès, mais c'est un procès. Et quand je reçois l'huissier qui me dit vous allez être mis en examen, ça va, c'est embêtant. Ça m'a pourri pendant 2 ans, mais ça n'a pas été plus loin. C'est un procès. Alors que là, on parle de gens qui sont morts parce qu'ils avaient fait des dessins. Et là, c'est autre chose. Non, ça m'a mieux fait comprendre à quel point, quand Kofi Annan, le secrétaire général, en 2005, donc 10 ans avant, m'a demandé de réunir des dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans, agnostiques et athées à New York, en fait, il a eu le nez creux avant tout le monde. C'est-à-dire qu'il a senti qu'il fallait que le dessinateur se réunisse pour inventer une conversation avec toutes les opinions, les religions et les cultures, pour essayer de rien lâcher sur nos convictions, ne rien lâcher, et à la fois de se dire, je ne suis pas d'accord avec toi, mais je vais t'écouter. Voilà. Et d'ailleurs, je suis allé... je me suis nourri de 1000 conversations, et d'ailleurs, je vous remercie bien de me donner la chance de venir ici, c'est que, ici à Dinan, c'est que je m'aperçois que toutes ces conversations nous permettent, tiens, je vais vous montrer un dessin
Tiens, vous seriez mon rédacteur en chef. Bon, on parle de l'affaire DSK. Bon, DSK, ça c'est le dessin que j'ai fait quand il a été chopé sous la douche avec la femme de ménage à New York. Bon, alors d'où j'ai fait DSK. Une fois, je le suis retrouvé avec sa femme. Elle me dit, pourquoi vous le dessinez tout vert? Je dis, je le vois tout vert. Bon. Voilà. Elle est avec son balai transformé en caméra parce que c'est une affaire médiatique. Et ça, c'est le dessin publié. Alors, vous seriez ma rédactrice en chef ou mon rédacteur en chef? Est-ce que vous auriez publié ce dessin? Il a scié la branche sur laquelle il était. Vous êtes rédactrice ou rédacteur en chef du Monde. Est-ce que vous publiez? Ça, c'est une bonne question. Alors, évidemment, ils ne l'ont pas publié. Hein. Et il y a ce dessin-là, le talon d'Achille de DSK, voilà. Et je comprends. Ça ne me choque pas qu'ils ne le prennent pas. Ce n'est pas de la censure. C'est la culture du journal, Le Monde, qui fait qu'il y a une habitude, qui fait que les lecteurs ils sont habitués à une conversation, même au travers d'un dessin, mais à la fois, à la fin, c'est ça qu'ils auront vu ça. Et c'est déjà pas mal. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai même dessiné un préservatif, alors qu'il ne prend pas de préservatif, l'autre. Donc voilà. Du coup, ça m'a appris beaucoup de choses. C'était pour savoir quelle serait votre définition personnelle de la liberté d'expression et est-ce que vous pensez que c'est un devoir de s'exprimer, surtout en tant que journaliste et caricaturiste? Alors, alors, discuter avec vos profs de philo, vos profs de français ou profs d'histoire, est-ce que c'est un devoir? Je ne me pose pas la question comme ça. Pour moi, c'est naturel. Je me souviens que ma mère, on avait assisté à un débat après un film. Et ma mère murmurait tout le temps. Elle disait, mais pourquoi il dit ça Pourquoi il pose ça comme question? Je disais, ma mère, mais maman, dis-le. Et en fait, maman ne disait jamais rien devant les autres. Jamais. Par, je ne sais pas, timidité ou je ne sais pas, elle disait jamais. Et j'étais stupéfait que ma mère, en plus j'étais d'accord avec elle, en plus elle avait des trucs à dire. Elle ne le disait pas. Et en fait, je crois qu'il faut qu'on s'habitue à l'idée que, oui, on a une idée, on a une opinion. C'est peut-être pas la bonne opinion, on va peut-être pas tous être d'accord. Je vais peut-être même pas être d'accord avec votre opinion, mais c'est pas grave. Je vous respecte et vous avez mûri une idée, une proposition. Je l'attends et à la fin, je vais peut-être vous dire, c'est pas ce que j'aurais. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est ça la chance que vous avez d'être. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je suis stupéfait par le niveau de vos questions et des conversations que j'ai depuis tout à l'heure. Avec vos copains, vos copines. Et je remercie vos profs et l'encadrement ici parce que c'est pas un hasard. Et moi, je vais dans des endroits, des fois, je vais vous dire, je suis allé à Toulouse, il n'y a pas longtemps, c'est entre nous, hein. Vous ne mettez pas, vous ne filmez pas. Non, mais à Toulouse, il y en avait un qui lève le doigt, et ils étaient comme ça. Là. Et les autres, non, pas lui c'est le feuge. Alors je vais voir les profs et c'est quoi Non, il n'est pas juif, mais quand il n'aime pas quelqu'un, ils disent le feuge, le juif. Alors déjà, l'autre il dit, il y en a plein, mais il parle d'autre chose. Et je croyais qu'il parlait de mon truc. Et quand les filles, elles vont aux toilettes, dans ce lycée-là, il faut qu'elles aillent à 4 et avec un code, sinon il y a un risque de viol et tout ça. Je dis, voilà, là je me trompe peut-être complètement. Je suis peut-être pas. Moi, je trouve qu'il y a une bonne ambiance ici. Je le sens. Hein Ça se trouve, je vais sortir, vous dire. Il est complètement passé à côté. Il n'a pas vu qu'il y en avait 12 qui étaient violés. Bon. Mais je trouve que c'est. On peut se tromper, hein, mais je sens quand même qu'il y a une ambiance quand même où vous êtes. Porté, favorisé par une ambiance culturelle, il y a un accompagnement, il y a des mains tendues. Les profs, ça ne se voit pas, mais c'est des mains tendues et qu'il faut savoir saisir. Une autre question? Il y en a un qui parle là. Il y avait une question sur de la MDL, c'était Jade Crosnier, elle est là, juste sur le côté. Elle avait une question à vous poser. Bonjour. Quels principes ont prévalu à la création de votre association Cartooning for Peace? Quels principes ont prévalu? Est-ce que vous connaissez beaucoup de... Bravo, hein, respect, mais j'entends pas ça souvent. Hein. Quels principes ont prévalu? Voilà, faut le marquer en lettres.
Du coup, j'ai pas écouté la question. À la création de votre association Cartooning for Peace. C'est simple, vraiment, c'est simple. Il y a le choc des dessinateurs danois que je suis allé voir à Copenhague, qu'on fait ce qu'on appelle les caricatures du prophète. Et quand je suis allé les voir, j'étais stupéfait parce qu'ils vivaient un cauchemar. On est en 2005, 2006, 2005. Et il y avait même un dessinateur qui, alors lui, c'était une garnison de gendarmes et de policiers qui étaient dans la maison à côté pour le protéger. Quand il allait chercher son fromage au Danemark, je ne sais pas, le Gouda, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, ils y vont avec des fusils mitrailleurs pour choisir un Gouda, hein, quand même. Et quand j'ai vu sa salle de bain, c'était un bunker, parce que ils ont essayé plusieurs fois de le tuer à la hache, une ambiance. Donc, ça m'a impressionné. Du coup, je suis allé voir mes copains en Europe en leur disant, voilà, c'est chaud du côté des Danois. Ils avaient fait 12 dessins qui ne sont pas des dessins de dingue, c'est des dessins qui sont bien, mais qui ne voulaient pas être des dessins qui voulaient humilier 1,5 milliard de musulmans. Or, il y a pourtant 1,5 milliard de musulmans qui ont été humiliés, meurtris, blessés. Et quand il y a 1,5 milliard de personnes qui se sentent blessées, je pense qu'il faut le savoir, il faut être à l'écoute. Et moi, je connais bien le monde musulman, je vais dans le Maghreb souvent, je vais partout, même aux Philippines. J'ai rencontré le leader des musulmans philippins. Ils disent quelque chose. Et moi, je veux l'entendre. S'ils sont choqués, je me dis, bon alors, tu m'expliques. Et donc, Kofi Annan m'a fait réunir des dessinateurs que j'avais rencontrés dans le monde entier. Et puis après, j'ai rencontré beaucoup des imams. Je suis allé à la mosquée de Paris, j'ai fait un livre avec le recteur de la mosquée. Voilà. Et on se parle. Et à la fois, ils comprennent que nous, dessinateurs, des fois, on a envie de faire un dessin un peu pour déconner, vous voyez, mais il y a un moment, il faut savoir qu'avec les réseaux sociaux, et ça, c'est un gros boulot pour vous, c'est que vous allez travailler, votre vie va être accompagnée par les réseaux sociaux, qui est un outil génial. Mais à la fois, dedans, il y a des gens qui ne sont pas toujours bien intentionnés et qui vont tordre vos propositions pour les retourner contre vous. Et après, les autres vont dire « Ah oui, pourquoi pas ?» Et après, il y a la meute qui se met en branle. Et c'est la meute qui me fait peur. Victor Hugo, il disait un truc comme, vous demanderez à vos profs de français, mais il disait une phrase, j'aime le peuple, mais je crains la meute. Il y a un truc comme ça, vous demanderez à vos profs. Il le dit mieux. Est-ce qu'il y a une autre question ? Anna Piguel, et je vais en profiter pour changer votre micro pour voir. 1, 2, 1, ça va être mieux. Baissez un peu le son par contre. Carrément. Anna Piguel, elle est là ? Ouais. Bonjour Anna. Merci. Bonjour. Donc, avec la multiplication de l'arrêt du dessin de caricature dans le monde, comme celui retentissant du New York Times, pensez-vous que la liberté d'expression, et plus particulièrement celle de la caricature, soit en danger aujourd'hui, notamment par les réactions de haine en ligne ? Oui, merci pour la question. Le fait qu'il n'y ait plus de caricature dans le New York Times, c'est le fait d'une censure, d'une grande bêtise. Parce qu'ils ont la trouille. Ils sont morts. Ils ont peur de leur ombre et c'est d'une grande lâcheté. Le fait que moi, j'arrête de faire mes dessins dans le monde au bout de 50 ans, c'est parce que je suis parti en retraite, mais j'avais demandé à mon directeur de mettre à ma place d'autres dessinateurs, dessinatrices du monde entier. Donc, tous les jours, vous avez à la une un dessin d'une dessinatrice ou d'un dessinateur du monde entier. Donc, c'est pas la même chose. Pour mieux répondre à votre question, oui, il y a un problème du côté des dessinateurs, mais ça, c'est pas le côté corporatiste m'intéresse très peu. C'est en fait nous qui avons un mal fou à essayer de caser des images qui disent quelque chose et qui peuvent être un peu dérangeantes, un peu énervantes, évidemment. Mais à la fois, ce qui est plus grave, c'est que vous, dans votre vie, vous allez avoir de plus en plus de mal à exprimer une opinion. Et ça, c'est plus embêtant. Ça, parce que le problème des dessinateurs, je le connais, mais ce qui m'embête, c'est notre démocratie, où ça va être de plus en plus dur
de dire, par exemple, j'ai un ami qui est photographe, il a vécu en Azerbaïdjan. Il dit, moi, je peux faire toutes les photos que je veux sur les Arméniens, mais si je veux montrer les photos des musulmans tués en Azerbaïdjan, ça n'intéresse personne. Et je me dis, mais c'est pourtant, la France, c'est une démocratie. Eh bien non, il y a un blocage. On ne montre que les exactions contre les Arméniens, et il faut pleurer sur les Arméniens qui sont tués, mais à la fois, il y a les musulmans en Azerbaïdjan qui sont tués, mais ça, on n'en parle pas. Et ça, c'est pas à cause d'une censure, c'est à cause d'un manque d'ouverture sur, il y a le cliché, on va défendre les Arméniens, ouais, les Arméniens, 1915, 1,5 million de morts, il faut les... Oui, non, mais d'accord, mais là, on est en 2022, et il y a d'autres choses qui se passent. Hein, et c'est là où on s'aperçoit qu'on a une liberté apparemment totale pour s'exprimer en France, et pourtant, il y a des choses, oui, mais ça, tu le diras pas, mais ça, tu le dis pas. Voilà. Et en fait, il faut contourner tous ces interdits que vous allez rencontrer de plus en plus, parce que les réseaux sociaux vont vous dire c'est ça qu'il faut que tu penses. Vous voyez, par exemple, Mila, la petite jeune, on peut discuter, est-ce qu'elle aurait pu dire... malheureusement, elle est protégée du matin au soir. Et à la fois, elle a fait un truc comme ça, c'est un truc, elle s'est lâchée. Bon, c'est une époque où les copains, maintenant, ils vont lui dire, écoute, calme-toi, ou les parents, ils vont lui dire, écoute, si tu le penses, tu sais où tu mets les pieds, alors vas-y, mais est-ce que tu sais bien où tu mets les pieds? Et si la personne, elle dit, je sais où je mets les pieds et je veux y aller, alors faut y aller, mais des fois, on ne sait pas où on va mettre les pieds. C'est ça le danger actuel avec les réseaux sociaux qui peuvent se retourner. C'est un outil génial, mais qui peut se retourner contre notre démocratie aussi. Même si tout ce qu'on sait sur ce qui se passe en Ukraine, c'est grâce aux réseaux sociaux aussi. Alors donc, c'est pour ça que je dis que c'est génial, mais à la fois où par exemple, quand les femmes sont attaquées à Téhéran, en Iran, c'est grâce aux réseaux sociaux qu'on le sait. Et leur courage, des fois, qui affrontent les ayatollahs, on le sait grâce aux réseaux sociaux. Donc, il y a la bonne part des choses dans les réseaux sociaux, et puis il y a l'autre part. Là, sur le modérateur, par exemple, il y a des trucs. Il y avait deux dernières questions. Vous aviez peut-être un peu soif, non? Ça va aller? Non? Envel, le cause, il est bien là? Oui? C'était une question plus d'actualité. En ce temps de retour de conflit en Europe, pensez-vous que le dessin puisse jouer un rôle dans la pacification ou la diplomatie entre États, ou au contraire qu'il puisse attiser parfois des tensions? Non, mais c'est vrai. Il y a mon point de vue à moi qui suis en lien avec des dessinateurs. Ah oui, excusez-moi. Pardon. Il y a mon point de vue à moi, merci, vous avez tout dit dans la question, mais il y a mon point de vue à moi où j'essaye de savoir ce que dessinent les Ukrainiens, qu'est-ce que dessinent les Russes, et mon association les met en avant et on apprend énormément de choses. Ça, c'est mon point de vue. Mais il y a aussi des gens qui peuvent très bien dire ouais, mais moi, je suis pro-russe, et l'autre qui dira mais moi, je suis pro-ukrainien. Et s'ils font des dessins un peu limites, même en dessous de la ceinture, contre une vision des Russes ou une vision des Ukrainiens, c'est leur droit, mais c'est une autre proposition. Vous voyez, on peut attiser les haines. L'antisémitisme des années 30 en France a été attisé, entre autres, par des dessins de très grands dessinateurs qui étaient antisémites, mais qui mettaient leur talent au service d'une saleté qui s'appelle l'antisémitisme. Voilà. Donc c'est très intéressant comme question, et ça veut dire à quel point, il y a un moment, il faut choisir son opinion et choisir jusqu'où on va aller pour essayer que notre pays ne bascule pas dans un pugilat où tout le monde s'égorgerait. Je pense qu'on peut continuer à discuter, à dire qu'on n'est pas d'accord, et choisir ensemble les bons mots, les bons dessins, les bonnes chansons. Vous voyez, quand vous avez un rappeur qui dit des choses sur les homosexuels, alors c'est pas parce que c'est un rappeur qu'il faut l'accepter.
Ici, il dit des saletés sur les homosexuels. Bah, il faut se dire, mon petit coco, non, il y a un truc qui ne va pas. Mais c'est pas parce que tu le chantes que c'est mieux. Voilà. Il y a un moment, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et tu l'as fait en chanson, très bien, mais tu sais que ça tombe sous le coup de la loi ce que tu as fait. Et si le gars il dit bah ouais, c'est pas grave, j'irai, rendez-vous au tribunal. Voilà, il faut savoir jusqu'où on peut aller et faire des dessins antisémites comme ça se faisait dans les années 30 en France, c'était normal. Et puis un jour on a dit s'il y a eu ce qu'on appelle la Shoah, c'est bien parce qu'il y a eu beaucoup de prises d'opposition épouvantables. D'ailleurs le film, je vous le dis, sur Dreyfus, il est formidable, le film sur Dreyfus. J'ai appris, on croit toujours savoir tout, et puis en fait, ça m'a appris énormément de choses. Voilà. Donc il faut apprendre, réapprendre l'histoire, réapprendre la philo. Moi, j'ai jamais fait de philo, mais à force de réfléchir sur mon rôle de dessinateur, j'ai été amené à rencontrer des philosophes qui parlent de la liberté d'expression, de qu'est-ce que c'est que jusqu'où on peut aller, et c'est très enrichissant. Et je ne serai jamais un intellectuel, mais grâce à eux, ça me permet d'avoir un discours sur la liberté d'opinion. Et c'est la dernière question. Vous vouliez me présenter des dessins, peut-être, non? On va avoir une dernière question de Camille Robert, elle se trouve ici. Vous avez l'ensemble des 2 questions, vous saviez? Ouais. Bon, parfait. Ouais, là, il a déjà répondu, ouais. Plusieurs fois, ouais. Bonjour. Comment pensez-vous que les jeunes comme nous puissent s'engager pour valoriser la liberté d'expression à l'heure actuelle? Non, lâchez-vous après que vous ayez mûri votre réflexion. Mais voilà, lâchez-vous, faites-vous plaisir d'abord. Et puis, dites ce que vous avez vraiment dans le ventre en ayant été nourri par vos profs de sciences. Vous êtes sur l'écologie, c'est ça? Bon, voilà. Moi, le GIEC, je vais vous dire, le GIEC, je fais des dessins sur le GIEC. Mais ça fait 3 ans, alors que ça fait 30 ans qu'ils disent ça. Et moi, je découvre que je m'en veux d'ailleurs de ne pas avoir découvert plus tôt les travaux du GIEC et qui nous auraient permis à mieux réfléchir à comment la planète peut aborder les 30 prochaines années. Hein. C'est pas quand on pense qu'il y a des endroits... Je connais un économiste du Bangladesh. Dans 30 ans, il y a un tiers de son pays qui sera gagné par la montée des eaux. Eh ben, il y a des gens du GIEC ou des écologistes qui connaissent, ils le savent depuis des années que ça va arriver. Donc, lâchez-vous. Et je vais terminer sur une question, sur votre question, parce que j'y connais rien. Je vais vous dire, je connais mieux l'écologie qu'il y a 30 ou 40 ans. Mais à la fois, il y a 10 ans, il y a vous savez, le photographe Yann Arthus Bertrand. Il était dans mon bureau au journal et il me dit, mais tu sais, quand on va appliquer les vraies mesures qui vont nous permettre de sauver la planète, eh bien, il y aura tellement une incompréhension des gens, les gens ils vont se révolter. Et quand il y a eu les gilets jaunes, vous savez, au début, on leur a dit « Ouais, vous achetez du diesel, des voitures au diesel. » Puis après, on leur dit « Non, c'est pas bien, c'est vilain, tu arrêtes. » Et les gens, ils n'ont pas compris. Et ils se sont révoltés. Comme en Bretagne, il y a eu les bonnets rouges, ils se sont révoltés contre les portiques. Et les portiques étaient là pour vous aider à mieux respirer, puisque, si je ne dis pas de bêtises, ça permettait de repérer les camions qui utilisaient trop de vapeur, vous m'arrêtez hein, si je dis des bêtises, de gaz carbonique. Voilà, c'est là où je me dis, il faut quand même être à l'écoute de toutes ces propositions écologiques. Et Yann Arthus Bertrand, je l'ai vu pleurer, parce qu'il m'a dit, tu vas voir, un jour, les gens, quand on veut leur dire, pour sauver la planète, il va falloir prendre telle décision, telle décision, telle décision, ils ne vont pas comprendre, ils vont se révolter. Et on n'est qu'au tout début. Donc, à la fois, vos propositions passionnantes, il faut les respecter, il faut aller jusqu'au bout, et il faut que vous sachiez que c'est un combat qui ne va pas être facile pour vous, hein, vraiment. Je termine sur 3 images que je vais vous montrer pour vous parler de juste jusqu'où on peut aller dans une
dans une création. Là, j'étais en Colombie et au moment où il y avait ce qu'on appelle les FARC, les narcotrafiquants, il y a une intolérance, une violence incroyable. D'ailleurs, j'ai assisté à des choses épouvantables à Medellín. C'était une ville, vraiment, tous les narcotrafiquants en Colombie, c'était Medellín. Et donc, Medellín, le maire, qu'on avait tellement marre de toutes ces violences, les narcotrafiquants, les terroristes, tout ça, du FARC, il demande à Botero, le grand sculpteur, peintre colombien, de faire une colombe de la paix. Et Botero, il fait cette colombe. Et quand cette colombe est inaugurée, comme par hasard, bombe, explosion, 30 morts. Et du coup, le maire, il dit, on va enlever les débris de cette pauvre colombe, et puis on va commander une autre colombe à Botero. Et Botero, voilà, ça c'est la colombe explosée. Et Botero, il dit non, tu laisses la colombe exploser et tu mets une nouvelle colombe intacte. Et depuis, c'était il y a presque 10 ans, et depuis, il n'y a pas eu d'autres attentats contre cette colombe. Il y a eu d'autres exactions, mais il y a un moment, c'est pour vous dire que, au bout du compte, comme pour Poutine, un jour, il va se retrouver. Vous avez dû apprendre Nuremberg, le procès de Nuremberg pour Hitler, pour Göring et les autres. Hitler, il s'est suicidé. Mais ils ont été jugés. Un type comme Poutine, il faut que vous le sachiez, il terminera ou en tôle, ou renversé par ses petits camarades, ou dans un tribunal à La Haye. Il y a un tribunal international à La Haye qui jugera ce type-là. Ce type-là se retrouvera dans les juges. Ce qui fait que, je reviens et je termine là-dessus, c'est la colombe et c'est la démocratie qui l'emportera toujours. Même s'il y a des moments difficiles, pour le moment, on en est un peu là. Mais ça peut s'arranger, mais ça s'arrangera grâce à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. On va donc sortir gentiment. On va faire un selfie par groupe avec Monsieur Plantu, si vous voulez bien. Je vais donner l'ordre de passage pour ceux qui sont par groupe et puis ceux qui veulent être sur le selfie ou pas d'ailleurs. Et puis on se retrouve en bas. On va prendre un peu l'air, ça va faire du bien à tout le monde.